Bonjour et bienvenue. L'idée qu'on explore aujourd'hui euh, elle est assez puissante. Se préparer à devenir parent, ce ne serait pas juste une question de logistique, vous voyez, la chambre à peindre ou la poussette à choisir. La source qu'on a sous les yeux suggère que la vraie préparation, la plus importante, elle est entièrement intérieure. C'est un chemin qui commence bien avant. C'est exactement ça. Le document qu'on analyse est fascinant pour ça. Il découpe ce qu'il appelle la parentalité consciente en 10 grands principes, 10 piliers. Et notre but, c'est de décortiquer un peu cette vision. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est plutôt une invitation à changer de regard, à voir la parentalité comme une compétence qui se cultive en fait. D'accord. Alors, plongeons dedans. Le point de départ est déjà surprenant. On ne commence pas avec le bébé, on commence avec le parent, lui-même. Le tout premier pilier s'intitule « Guérir son propre enfant intérieur ». Ça donne le ton. On est loin du guide pratique. Ah oui, on est même à l'opposé. L'idée centrale, c'est que tout part de l'adulte. On ne peut pas offrir la sécurité affective à un enfant si on n'a pas travaillé sur ses propres manques. Le texte a une formule assez directe. Un enfant active les zones qu'on n'a pas guéries. C'est une phrase qui fait un peu peur quand on y pense. Ça veut dire que nos propres failles, nos angoisses, elles vont forcément rejaillir. Elles vont être sollicitées, c'est certain. La parentalité est un miroir grossissant de nos blessures d'enfance. Donc la préparation, selon cette source, ça consiste à oser regarder ces zones d'ombre, apprendre à reconnaître ses besoins, à dire là j'ai mal ou j'ai besoin d'aide. C'est un travail d'honnêteté en fait. Mais soyons honnêtes, c'est un travail de titan. Qui a vraiment le temps, les moyens de faire une thérapie complète sur son histoire avant d'avoir un enfant? Ça peut sembler une montagne. Et c'est une objection très juste. Et la source ne dit pas qu'il faut être guéri ou parfait, heureusement. L'idée, c'est plutôt d'entamer la démarche, de prendre conscience. Ça se connecte directement à un autre pilier, celui sur les mémoires transgénérationnelles. Il s'agit de s'interroger qu'est-ce que je répète de mes parents, quels sont les non-dits dans ma famille. Pour éviter de transmettre à l'enfant un héritage qui n'est pas le sien, c'est ça. C'est exactement ça. Le texte dit éviter de transmettre ce qui ne lui appartient pas. C'est prendre sa responsabilité pour libérer la génération suivante. Et ça boucle avec le pilier se connaître soi-même, qui lui est plus tourné vers l'avenir. Il pose des questions fondamentales. Quel parent je veux être? Et à l'inverse, quel parent je ne veux surtout pas reproduire? Quelles valeurs je veux transmettre? D'accord. Donc la première étape, c'est un énorme travail de déblayage personnel. Mais même avec ça, on se retrouve face à un petit être dont on ne comprend pas le mode d'emploi. Est-ce que la source nous donne des pistes pour ne pas être complètement démunis? Absolument. Et c'est là qu'on passe de l'introspection à la connaissance. Il y a une phrase dans le texte qui m'a glacée. Les humains ont plus d'informations sur les voitures que sur les bébés. C'est terrible. C'est fou, c'est tellement vrai. On va dire des dizaines de tests pour une voiture, mais pour un enfant, on se fie à des ondits? Voilà. Du coup, ce pilier nous encourage à nous former, à comprendre les bases du développement du cerveau de l'enfant. Pourquoi il pleure? Quels sont ses besoins? La source cite d'ailleurs des noms comme Isabelle Filiozat, Catherine Guggen, des gens qui ont rendu les neurosciences affectives accessibles. L'idée, c'est de remplacer les mythes par de la connaissance. Et cette connaissance, elle sert à quoi au final? C'est quoi le but? Pilier qui est absolument central, construire l'attachement sécurisé. C'est la base de tout. Mais ce qui est formidable et très déculpabilisant, c'est que la source ne parle jamais de perfection. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, le rôle du parent, ce n'est pas d'être parfait. Il est d'être, et la formule est géniale, prévisible, présent et réparateur. Attendez, réparateur. Ça, c'est une idée qui va à contre-courant. On a l'impression que le bon parent, c'est celui qui ne fait jamais d'erreur. Mais là, on nous dit que la réparation, c'est ça qui construit la sécurité. L'enfant ne vient pas de l'absence de dispute, mais de sa certitude que le lien sera toujours réparé. Quand un parent s'énerve et revient plus tard en disant « Excuse-moi, j'étais fatigué, je n'aurais pas dû te parler comme ça », il fait quelque chose de beaucoup plus puissant que de ne jamais crier. Il lui apprend que les conflits existent, mais que l'amour est plus fort. Prévisible, présent et réparateur. C'est une boussole très claire. Et pour réparer, j'imagine qu'il faut savoir communiquer. On y arrive, logiquement. C'est le pilier de la communication consciente. Et encore une fois, ce n'est pas vu comme un don, mais comme une compétence qui s'apprend. Comment poser des limites fermes sans être violent? Comment parler sans humilier? La communication non violente, la CNV, est citée comme un outil clé pour ça.
D'accord, c'est un ensemble de compétences très cohérent. Mais tout ça, ça se joue entre le parent et l'enfant. Sauf qu'un enfant, il n'arrive pas dans le vide. Il débarque souvent au milieu d'un couple. Et le texte est très lucide là-dessus. Il y a une autre phrase qui est un véritable avertissement. Un enfant ne guérit pas un couple. Il amplifie ce qui n'a pas été dit. Terrifiante cette phrase. L'idée du bébé pour ressouder le couple, c'est un cliché. Mais la source dit que c'est une bombe à retardement. C'est exactement ça. Elle insiste sur l'importance de se préparer en tant que couple. Et pas seulement sur les grands principes, sur du très concret. Comment on va gérer la fatigue, qui se lève la nuit, qui prend le relais quand l'autre est à bout. Il s'agit de solidifier l'équipe parentale avant l'arrivée du bébé. Et cette équipe, même la plus solide du monde, elle ne peut pas tout faire seule, j'imagine. Non, et c'est le danger de notre société très individualiste. Un autre pilier concerne justement la nécessité de créer un réseau de soutien, d'apprendre à demander de l'aide. Le fameux « il faut tout un village pour élever un enfant », ce n'est pas juste une jolie phrase, hein. Le texte nous rappelle que c'est une nécessité vitale pour la santé mentale des parents. C'est un point essentiel qu'on oublie souvent. On a donc le travail sur soi, les compétences, l'environnement relationnel. Les derniers piliers, on dirait qu'ils nous emmènent vers une dimension plus philosophique. Une sorte de posture à adopter. C'est ça, on passe du faire à l'être. Le pilier préparer son espace intérieur parle de la nécessité d'être émotionnellement disponible. Pas d'être un moine zen, hein, mais d'avoir une capacité à réguler son propre stress. Et là, le texte fait une nuance que je trouve capitale. Il parle d'amour inconditionnel, mais pas de sacrifice. C'est subtil ça. Quelle est la différence? Où est la frontière? Le sacrifice, c'est se nier soi-même pour l'enfant. C'est s'épuiser, ne plus prendre soin de soi. Et ça, à terme, ça crée du ressentiment. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'enfant pour ce qu'il est, tout en continuant à prendre soin de soi pour être un port d'attache stable. On ne peut pas remplir le verre de son enfant si le nôtre est vide. Aimer sans s'oublier, c'est un équilibre de funambule. Et on arrive au tout dernier pilier, le 10e, qui semble le plus abstrait. Il parle de conscience spirituelle de la parentalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est le pilier qui couronne le tout. L'idée, c'est de changer radicalement de regard sur l'enfant, de ne plus le voir comme une possession, une page blanche à remplir ou une extension de soi-même. Ou une occasion de réaliser les rêves qu'on n'a pas pu accomplir. Précisément, il s'agit de le voir comme une âme, une personne à part entière qui arrive avec son propre chemin de vie. Le rôle du parent, du coup, il change complètement. Ce n'est plus un sculpteur, mais un guide, un gardien. Le texte utilise les mots « guider sans écraser » et « aimer sans posséder ». C'est une posture de respect immense. Guider sans écraser, aimer sans posséder, c'est une vision incroyablement humble. En fait, ce qui me frappe en parcourant tout ça, c'est la phrase de conclusion de la source « On n'est pas parent, on le devient ». Ça résume tout en fait, c'est un apprentissage permanent. C'est le message central. Cette préparation, c'est un mélange de guérison personnelle, d'apprentissage, de maturité émotionnelle, de soutien. C'est une approche qui responsabilise énormément, c'est vrai, mais qui est aussi profondément optimiste. Elle nous dit que tout ça peut s'apprendre, que personne n'est condamné à répéter les erreurs du passé. Le focus change. Il n'est plus seulement sur comment bien s'occuper de l'enfant, mais sur comment devenir la personne capable de bien s'occuper d'un enfant. Tout à fait. Et la source se termine sur une note très encourageante. Elle souligne que le simple fait de se poser ces questions, d'entamer cette réflexion, c'est déjà un pas de géant. Et ça soulève une dernière question, à méditer. Et si l'étape la plus importante de cette préparation, la toute première, c'était simplement de commencer à formuler les questions que des générations entières avant nous n'ont peut-être jamais eu l'audace ou l'occasion de se poser.